Corinne Gouget. Bonjour. Auteure et conférencière engagée pour le combat contre les additifs alimentaires. Pouvez-vous vous présenter peut-être dans un premier temps et ensuite expliquer aux auditeurs ce que sont les additifs utilisés dans l'industrie agroalimentaire? En fait, moi, je suis passionnée par ce sujet depuis 1994, donc ça fait 20 ans cette année. Et donc, à l'époque, je mangeais des aliments industriels sans me poser de questions, en me disant que c'était vérifié, que c'était sûr, sinon ça ne serait pas en vente. Et j'étais loin d'y m'imaginer qu'on pouvait mettre plus ou moins intentionnellement des additifs cancérigènes dans la nourriture. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet grâce à un petit carnet qui s'appelait Find Out, qui était publié par une association qui aide les couples à avoir des enfants en bonne santé. D'accord. Et cette association a été créée il y a plus de 35 ans en Angleterre. Donc, j'ai utilisé leur carnet pendant 10 ans en lisant toutes les étiquettes pour le bien-être de mes 2 filles, parce que j'ai réussi à avoir 2 enfants. Et sauf que ce carnet ne parlait pas d'aspartame, donc je n'ai pu apprendre la vérité sur l'aspartame qu'en 2003. Et là, ça a été une immense révélation, parce que dans ma famille, 2 personnes en avaient surconsommé pendant des années, et une venait de décéder, donc voilà. Donc, mon idée du livre était déjà née avant que je découvre la vérité, mais là, ça a accéléré le processus, on va dire, et de toute urgence, je suis partie rencontrer Madame Belinda Barnes, qui a 84 ans cette année, et je lui ai dit, il faut mettre votre livre à jour, et surtout, il faut qu'il soit accessible à tous, pas juste des couples sans enfants. Donc, du coup, elle était d'accord. J'ai mis son livre à jour en anglais avec des contacts avec des scientifiques qu'elle m'a communiqués. Et j'ai fait mon livre. Et là, je me suis rendu compte qu'en France, les Français, ils étaient vraiment en retard sur ce sujet et qu'on leur avait rien dit surtout. Tout à fait. C'est vrai que si on recherche un petit peu, on a du mal, ça peut nous paraître un petit peu flou. Alors, vous vous battez pour donner une alerte à tous sur les risques de l'aspartame alimentaire. Et d'après vous, en fait, quelle est la cible à toucher? Est-ce que c'est finalement l'ensemble des citoyens pour faire changer de comportement? Ou alors, pour vous, c'est vraiment faire changer les industriels en fait, sur leurs pratiques? Quelle est la cible première, on va dire, de votre combat? La cible première de mon combat, on peut appeler ça un combat si vous voulez, mais c'est au moins d'informer les gens. La première chose, c'est donner droit à l'information à ces gens qui sont souvent pas bilingues pour la France et leur dire, voilà, vous mangez ça, vous ne saviez pas, il y a ça dedans, qu'est-ce que vous faites? Après, libre à eux, s'ils sont trop devenus dépendants de l'aliment, de continuer à en manger, mais au moins ils ont accès à la vérité, à l'information, puisque c'est mentionné dans les articles internationaux de la Convention internationale du droit de l'enfant, articles 17 et 24, qui précisent bien que les enfants ont droit à ces informations nationales et internationales par le biais des médias, les médias alternatifs, oui, mais pas les autres, et du gouvernement. Donc, les ministères de la Santé devraient informer toutes les tranches d'âge, toute la population sur ces problèmes de santé. Sauf que ça ne se fait pas. Donc, mon premier combat, c'est informer. Après, la deuxième, c'est de venir en aide avec l'association Mission Possible Internationale, dont vous voyez la présidence dans le reportage Notre poison quotidien comment elle s'appelle, de Marie-Monique Robin, où elle va chez Betty Martini pour fouiller les archives concernant l'aspartame. Et on voit aussi Betty Martini dans un documentaire sur YouTube qui s'appelle en français Faux sucre, vrai scandale. Donc, c'est un documentaire de 2004 qui a été réalisé par Corey Brackett. Et ce documentaire est aussi en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, avec 40 minutes en plus. Il s'appelle Sweet Misery, A Poisoned World. Et là, vous avez beaucoup de témoignages en plus de victimes de l'aspartame. Donc, on appelle ça des victimes parce qu'elles ont commencé à prendre des produits à l'aspartame pour différentes raisons, sans le savoir, sans en connaître la neurotoxicité et le fait que c'est cancérigène. Et donc, parfois, ces gens ont pris 6 mois, 1 an, 2 ans, 15, 20, voire 30 ans d'aspartame. Ils sont encore vivants dans des drôles d'état. Et ce sont des victimes. Donc, du coup, l'idée, c'est d'informer ces gens-là, de les aider, si ce n'est pas trop tard, à retrouver la santé, si c'est possible.
Et idéalement, à faire interdire l'aspartame, mais là, c'est une longue bataille. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on recherche un petit peu aussi hein, sur les failles, enfin voilà, les dangers des aliments industriels, voilà, on cherche, on se renseigne en tant que parents, en tant que grands frères, enfin, on veut tous bien manger, je pense, pour le bien-être des enfants, enfin vous le dites bien. Alors voilà, carambar, sucette, les produits avec de l'huile de palme, le lait, le Nutella, les biscuits apéritifs, la mayonnaise, le café en capsule, les chewing-gums. On se dit, mais comment on va faire enfin, comment faire pour bien manger, pour changer ses comportements, même si on s'efforce à la maison de ne pas faire rentrer d'aliments voilà, industriels au maximum, c'est presque impossible. Hein. On va tous au restaurant, on va tous... voilà, on se demande en fait, c'est un pas de géant à faire presque de bien manger et pour notre santé, pour protéger la santé de nos enfants. Alors, il y a deux solutions, soit on le fait, ce pas de géant. En général, les gens le sont prêts à le faire, parce qu'ils ont déjà quelqu'un dans la famille qui a eu un grave problème de santé ou eux-mêmes ont un début de problème de santé. Donc là, ils sont motivés pour le faire. D'autres vont se dire, comme il n'y a pas longtemps, une jeune maman qui m'a contactée pour me dire, ben voilà, j'ai entendu parler de vous, j'ai regardé vos vidéos, mais quand même, dans le placard, j'avais encore quelques sachets de soupe industrielle, donc la marque est connue, et elle s'est dit, non, je ne vais pas les jeter quand même, je vais les finir, et après, je n'en achèterai plus. Et elle a une petite fille de 15 mois, cette jeune maman. Et donc, elle a pris un sachet de soupe, elle l'a préparé, elle a mangé un bol de cette soupe au glutamate monosodique, qui est un exhausteur de goût très connu, qui a été mis sur le marché en 1909. Et donc, cette jeune femme a mangé son bol de soupe et 20 minutes après, elle a eu un excès de colère contre sa petite fille de 15 mois. 20 minutes. Donc, elle a 23 ans. Et donc, du coup, elle m'a dit, j'ai cru que c'était des souvenirs d'enfance qui remontaient. Et puis, je me suis énervée. J'ai fait, ben, ça serait venu à n'importe quel moment de la journée, sauf 20 minutes après un bol de soupe. Hein. Et donc, du coup, elle a tout jeté. Elle a vraiment jeté le restant. Or, si on reprend le livre du professeur Schwartz, docteur Schwartz, que vous pouvez voir dans une vidéo sur YouTube sous-titrée en français, qui s'appelle La vérité sur le glutamate monosodique, qui date de 1991, le docteur Schwartz, dans son livre, parlait, en 1990 déjà, parlait du problème des troubles du comportement liés au glutamate monosodique qui peuvent aller jusqu'au divorce, avec des couples qui s'énervent après un repas parce qu'ils ont mangé trop de glutamate, déjà dans les années 90. C'est de la folie. Donc, soit on réagit pour changer complètement d'alimentation, pour se sentir mieux assez rapidement, en général, surtout chez les enfants, hein. Oui. Soit on finit les sachets, les paquets de chewing-gum, le pot de pâte à tartiner, les briques de soupe et compagnie ou le plat en boîte, au risque justement d'avoir soit une crise de colère, soit un arrêt cardiaque, soit des problèmes de santé plus graves. Ceux qui ont mangé trop de glutamate monosodique pendant 20-30 ans, tous les jours, avec des chips, du surimi, des plats en boîte, ils risquent d'avoir Parkinson ou Alzheimer de plus en plus tôt. Mais on ne dit pas, on ne parle pas d'une alimentation qui tue, sauf récemment dans Marianne ou dans quelques documentaires qui passent à la télé, je ne sais pas moi, un mardi soir à 23h, on en parle une semaine et puis les gens retournent au supermarché pensant qu'il n'y a que ça à manger. Or, il n'y a pas que ça à manger. Il faut vouloir, hein, le docteur Blaylock, qui est neurochirurgien, le disait aux États-Unis, il ne suffit pas de savoir, il faut aussi vouloir. Or, le but des excitotoxines, ces produits, ces molécules qui vont exciter les neurones pour les détruire en trompant les papilles gustatives et en trompant l'organisme, sont là pour faire baisser le quotient intellectuel des gens, pour leur enlever cette volonté de changer. Et donc, il y a des gens, surtout aujourd'hui en France, parce que je vois beaucoup de Français, entre 35 40 ans, voire 30 35 ans, qui ont grandi avec ces excitotoxines depuis tout petit et qui ont, selon moi, pas assez de neurones ou de neurotransmetteurs pour réagir et qui vont vous répondre, il faut bien mourir de quelque chose. Et il y a surtout les 50-60 ans qui sont la deuxième génération d'aspartamiens, qui, eux, ont beaucoup de mal à réagir et puis qui sont déjà tellement souvent malades qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de manger ces choses-là et qui se disent, j'ai tellement souffert, je préfère mourir. Donc, pour le moment, il faut motiver les gens qui sont encore, on va dire, à sauver, mais surtout informer les enfants avec des méthodes ludiques, hein, les jeunes ados, qui seront les futurs adultes de demain,
Parce que si eux n'arrivent pas à avoir d'enfants, ben, c'est le début de la fin, quoi. Mais il faut beaucoup de volonté. Moi, je mange zéro additif. Mais il faut beaucoup de volonté. Alors, si on prend un peu le regard économique en fait de ça, vous le dites très bien, vous l'expliquez bien, donc manger, ben voilà, on peut tuer. Voilà. Pourquoi, d'après vous, les acteurs de l'agroalimentaire continuent d'empoisonner les aliments finalement? Ils n'ont pas tellement d'intérêt à le faire. Enfin, économiquement parlant, hein, pour qu'on soit des consommateurs le plus longtemps possible, autant qu'ils nous donnent une nourriture qui nous fasse vivre le plus longtemps possible. Et l'État aussi a un intérêt finalement à ce qu'on mange bien, parce que le système de sécurité sociale en France coûterait très cher. Donc, voilà, on a une population en plus vieillissante, la génération 50 ans qui demain va vieillir. Et voilà, la maladie d'Alzheimer, par exemple, fait des ravages et coûte très très cher à l'État. Enfin, quel est leur intérêt finalement à utiliser ces produits Alors, l'intérêt est tout à fait logique. Plus vous mangez mal, plus vous rapportez d'argent au laboratoire pharmaceutique, c'est-à-dire quelqu'un qui mange sainement. Bon, moi, je suis en France depuis 10 ans. J'ai décidé en arrivant en France, en revenant en France il y a 10 ans, de ne pas prendre de médicaments. Et donc, si j'ai des petits problèmes de début de rhume ou de mal de gorge, je vais prendre des produits naturels pour me soigner. Mais ça fait 10 ans que je ne prends pas un seul médicament. Donc, je ne rapporte pas d'argent aux pharmaciens, aux généralistes, etc. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a 70 ans et qui a consommé des bouillons cubes de marque connue en France tous les jours dans sa soupe au vermicelle, dans ses viandes, dans son poisson, et qui boit en plus des soda light, moi j'en connais un, donc je pense à lui. Sa femme est diabétique, tous les jours, il lui donne du glutamate monosodique dans sa nourriture, tous les jours. Donc sa maladie s'aggrave, donc lui, il doit prendre des médicaments pour le cœur. Il doit avoir une infirmière qui vient vérifier le diabète de sa femme 3 fois par jour à la maison. Et quand ces diabétiques sont amputés, un bras ou une jambe, par exemple, eh bien, on leur achète quoi? Un déambulateur, un fauteuil roulant, un siège en plastique pour faire ses besoins, une tasse spéciale pour pouvoir l'attraper et boire, un peu comme les bébés, c'est pour les personnes âgées, des couverts spécifiques. Et quand cette personne est invalide, on va la mettre en maison de repos, en maison de retraite, on appelle ça maintenant des mouroirs. Et dans ces mouroirs, parce que je connais 2 personnes qui sont en train de mourir dans ces endroits-là, on leur donne quoi à manger? Des légumes frais, vous croyez, tous les jours, et des fruits? Non, surtout pas. Donc, on leur donne encore des soupes en sachet avec des bouillons, des cubes. Du surimi, vous avez des grand-mères de 90 ans qui sont toutes excitées à voir le surimi arriver dans leur assiette. Ouais. Moi, je l'ai vu. Hein. Et qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des produits de chez Nestlé Science. On leur donne des poudres, goût biscuit, des poudres à diluer pour faire de l'eau gélifiée. On leur donne, c'est des fortunes que ça rapporte, des fortunes, c'est colossal. Sans parler de ce qu'on donne aux enfants dans les cantines, où c'est une vraie catastrophe. Et donc, du coup, on mange toujours la même chose. À la naissance, si l'enfant n'est pas nourri, allaité au sein, eh ben, on lui donnera des laits en poudre, bourrés d'aluminium, d'OGM aujourd'hui, et de lait de vache industrielle, vitamines de synthèse. À la cantine, que ce soit à la crèche, à la maternelle ou à la primaire, collège et lycée, c'est les fonds de sauce, les mêmes fonds de sauce qu'à la maison de retraite. Et à l'hôpital, c'est aussi la même nourriture. À l'hôpital aujourd'hui en France, quand vous avez un cancer, on vous propose des comprimés d'aspartame pour mettre dans le café, sur le plateau repas. Oui, et on vous donne, en cas de chimio et de rayons et tout ça, on vous donne des poudres à diluer de chez Nestlé aussi. Mais du coup, ça veut dire que quand même le corps médical, qui doit quand même bien connaître et bien maîtriser ces sujets-là, finalement serait complice de tout ça. Enfin, vous pensez qu'ils sont mal informés, les médecins également, surtout? Oui. Parce qu'ils ont quand même, leur volonté première, c'est de soigner. Donc, Pour certains médecins, oui. Il faut savoir que les médecins, on le voit bien dans le film On est ce qu'on mange, ils n'ont aucune formation en nutrition ou à peine quelques heures. Donc, du coup, ils ne vont pas faire le lien entre ce que vous avez mangé la veille et votre migraine ou vos vertiges ou votre crise d'épilepsie. Ils ne sont pas formés en toxicologie, ils sont là pour prescrire. Moi, j'ai des médecins qui ont découvert mon livre, qui le conseillent à leurs patients. J'ai des patients qui souffraient d'eczéma, de psoriasis géant, d'obésité, de troubles de l'élocution, d'insomnie et de surpoids, qui découvrent mon livre en librairie, qui éliminent toute cette malbouffe, mais des jeunes, hein, des fois des 30 ans, des 20 ans, et qui vont mieux. Ils vont mieux en 7-8 mois, ils perdent du poids, la peau va mieux, le sommeil va mieux, l'élocution va mieux.
Et donc, ce jeune homme à qui je pense, en 2010, il est parti chez son médecin généraliste avec mon livre à la main. Il avait perdu plus de 15 kilos, il n'avait plus de problème de peau. Le médecin lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez mieux? C'est une bonne prescription, finalement. Et là, le jeune patient lui a dit, mais docteur, j'ai trouvé un livre à la FNAC, moins cher qu'une mutuelle. Et là, le médecin, il a feuilleté parce qu'il n'était pas au courant. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas tous au courant. Il y en a qui ne sont pas au courant, il y en a qui le savent, mais ils n'ont pas le temps de se pencher sur les études internationales. Ils sont censés lire l'anglais, tous, hein, même les neurochirurgiens, les diététiciens, tous. Mais ils ont tellement de malades qu'ils ne prennent pas le temps d'aller lire les études scientifiques du Brain, de Lancet, les revues internationales disponibles sur Internet. Et donc, souvent, ils n'ont pas entendu parler d'excitotoxine. Maintenant, certains spécialistes dans les hôpitaux à Paris en ont entendu parler, mais on les fait taire. C'est-à-dire que si vous allez, il y a un hôpital très connu pour enfants à Paris, hein, qui est très connu au niveau international, il y a beaucoup d'enfants bulles. C'est des enfants avec des maladies auto-immunes, des fois des 3 ans, 4 ans, 5 ans. Hein. Et donc, je connais une maman qui avait une petite fille de 5 ans avec cette maladie, ce type de maladie, qui vivait sous une bulle stérile. Et donc, cette maman, elle voyait plein d'autres enfants avec les mêmes maladies. Elle a été voir le médecin de cet hôpital connu pour dire, docteur, pourquoi il y a autant d'enfants malades comme ça? C'est pas possible de voir ça. Et il a baissé le regard, il a dit, on sait d'où ça vient. Oui. Et j'ai le nom du médecin, hein, donc je ne l'ai pas encore appelé, mais... Il se sent peut-être aussi impuissant. Il a baissé le regard, il a baissé la voix, il a regardé si on ne l'écoutait pas, se sentant surveillé, et il a dit, ça vient de l'alimentation. D'ailleurs, par rapport à ça, on le sait, même le gouvernement est quand même très touché par les lobbies. Hein, l'industrie alimentaire est quand même très puissante. Est-ce que vous-même, vous avez subi des pressions? Est-ce que vous en subissez et notamment par rapport à la publication de votre livre? Alors, les pressions ont commencé avant la publication du livre, en fait, on va dire. J'avais été sollicitée par monsieur Jean-Pierre Camot de Biocontact, donc sur mon site, dans mes articles, le magazine d'articles y est. Et donc, en novembre 2005, il a édité un grand article sur l'aspartame. C'était un dossier spécial sucre. Et il y avait aussi un article sur l'aspartame juste après le mien de Sylvie Simon qui nous a quittés. Et là, l'article est sorti à plus de 190 000 exemplaires dans tous les pays francophones en Europe. Donc, début novembre, une semaine après, l'association des édulcorants, fabricants d'édulcorants en Europe, a écrit à Jean-Pierre Camot pour se plaindre des 2 articles en disant que ce n'était pas vrai, l'aspartame n'était pas dangereux, ils avaient menti. Et donc, M. Camot a répondu qu'ils n'avaient qu'à se fier aux références que j'avais utilisées et que lui, il était pour une alimentation biologique et qu'il n'allait pas dénigrer son article. Mais bon, il faut savoir que quelqu'un d'autre a récupéré un exemplaire du magazine et l'a envoyé à mon ex-mari qui, lui, a travaillé à très haut niveau pendant 14 ans pour l'agroalimentaire. Parce que j'étais divorcée de cet individu et donc là, les problèmes ont commencé parce qu'il a des contacts avec toutes les chaînes de supermarchés, avec des gros lobbies de repas tout prêts, etc. Donc, bon, je me suis dit, il ne va rien m'arriver. J'ai des expertises contre moi qui font croire que je suis folle parce que je parle d'aspartame, en citant les sources scientifiques que j'avais apportées avec moi à ces experts, et j'attendais 2 contre-expertises en ma faveur. Donc, je me suis dit, je suis couverte, quoi. Je veux dire, et donc, mon livre est sorti en février 2006. En 2 mois, mon éditeur avait vendu 11 000 exemplaires sans passer à la télé ni à la radio nationale. Hein. Et j'étais même classée dans les 20 premières ventes en France pendant 3 mois, selon le magazine Psychologie. Oui. Et là, malgré ça, on m'a retiré la garde de mes filles en 3 heures de temps au tribunal de Montpellier sous prétexte que j'étais folle parce que je parle d'aspartame, de glutamate et que je nourrissais mes filles d'aliments bio. C'est sûr que c'est plus facile de faire passer ce message-là que de se défendre, je pense, pour ces personnes-là, pour ces personnalités-là. On voit bien qu'on essaye de faire taire votre message, et en même temps, quand on regarde votre site aussi et les critiques qui sont faites, mais vraiment de citoyens de part et autre, on se rend compte quand même que vous êtes soutenus, mine de rien. Enfin, il y a eu vraiment des gens derrière vous. Oui, il y a beaucoup de gens. J'ai des scientifiques aussi maintenant, parce qu'il y a le professeur Marc-Henri
qui a fait une émission de télévision sur Meta TV avec moi pendant 3 heures, avec une ancienne victime de l'aspartame, qui s'appelle Marcella. Et puis, j'ai un autre scientifique en France qui me soutient, mais n'étant pas scientifique à la base, j'ai su m'entourer des meilleurs scientifiques au monde au niveau international, que ce soit Nouvelle-Zélande, États-Unis, Espagne, Italie et Angleterre. Donc, du coup, dès que j'ai un doute, je contacte un des experts pour me poser des questions. Donc, les preuves sont là, elles ont toujours été là. Et s'il y a un film qui s'appelle The Beautiful Truth en anglais, qui n'est pas en français, et là, c'est un jeune adolescent qui va interviewer ces grands experts, dont le professeur Blaylock, dont John Olney, etc. Et il est bien dit qu'il y a assez d'études scientifiques sur le glutamate monosodique pour remplir une bibliothèque entière. Ah oui, ouais. Et en France, on a 3 usines de cet exhausteur de goût qui appartiennent à la firme Ajinomoto, qui a une usine d'aspartame dans le nord de la France depuis 20 ans. Et je sais de sources sûres qu'il y a des employés de l'usine qui, à force de respirer ces poudres, sont malades. Oui. Et à ce jour, aucun journaliste n'a eu le droit de rentrer dans l'usine pour filmer. Et c'est très grave parce qu'il y a de plus en plus de sources venant des États-Unis jusqu'à même récemment en anglais qui expliquent que dans l'aspartame, il y a de la phénylalanine qui peut être dérivée d'OGM et il y a une partie de la molécule qui pourrait être dérivée de bactéries venant des stations d'épuration. Et on ne dit rien, quoi. On laisse manger de la à des millions de consommateurs. Et aujourd'hui, j'étais dans un supermarché pour acheter des enveloppes. Ben, devant moi, il y avait un jeune homme de, je sais pas, 33 ans qui avait pris une grosse bouteille de Coca Zéro. Et vu son regard un petit peu antisocial et un peu autoritaire, j'ai rien dit. Je n'allais pas me faire prendre un coup. Ça rend violent, ces produits. Donc, j'ai laissé partir avec son sandwich et sa bouteille de Coca Zéro. Mais c'est grave. Donc, ça rapporte beaucoup d'argent. Et sauf que la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles depuis un mois, aux États-Unis, Coca-Cola a perdu de l'argent sur les boissons light, justement, avec tous les soupçons qui planent sur l'aspartame. Et ils espèrent se rattraper cette année pour récupérer l'argent qu'ils ont perdu. Mais le scandale arrivera à sortir de toute façon. Donc, plus de gens sauront grâce aux médias alternatifs comme vous, plus le message passera et plus les gens auront la capacité de reprendre leur santé en main, s'ils ont envie. Tout à fait. Bah, écoutez, je vous remercie. En tout cas, c'était intéressant comme message que vous passez. On vous remercie déjà pour nous tous, je pense, de rechercher et de nous donner cette information qui est aussi accessible à tous, au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour l'avenir et quels sont peut-être vos projets à venir Pour cette année, que de plus en plus de gens soient conscients de ces problèmes-là et retrouvent la santé. Pour cette année aussi, j'aimerais beaucoup pouvoir revoir mes filles, qu'elles puissent avoir accès à la vérité, elles aussi, sur tout ce qui s'est passé, parce que j'ai aucun contact direct avec mes 2 filles depuis 8 ans. Donc, j'ai lancé un appel aux dons sur mon site, parce que les avocats, ça coûte cher. Et puis, je mérite d'avoir une vie de famille à nouveau, après 8 ans de solitude, et avoir aidé des milliers de gens à retrouver la santé. Très bien. Écoutez, on vous le souhaite en tout cas. On vous soutiendra et on essaiera de suivre vos actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, faites passer le message et à l'étranger si vous pouvez. Très bien, on le fera. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.